Salut, y a quelqu'un? Coucou. Hello. Hello, hello. Coucou. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nathalie by Night Création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur le pseudo by Night to Go. Ceci est le 103e épisode de podcast de ma chaîne essentiellement dédiée au tricot. Et non, ça ne fait pas 2 mois que j'ai enregistré le dernier épisode, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors que j'avais dit que j'allais essayer d'être plus régulière en 2024. Damnette, c'est raté, raté, raté. Bon, je suis désolée de ce petit intermède sans vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va. Ça va pas mal. Des hauts, des bas, des rebondissements. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais sur le point de partir au festival Exceptionnel. Ça c'était très chouette de retrouver du monde. Et puis 3 jours après le festival Exceptionnel, j'ai fait un faux mouvement et je me suis bloqué 3 vertèbres et 2 côtes. Déplacé 3 vertèbres et 2 côtes. Et voilà, j'ai vécu 2-3 semaines à moitié allongée, droguée. C'était très très douloureux. J'ai rien pu faire. J'ai pas pu teindre, j'ai pas pu travailler, voilà, rien pu faire. Ma panique c'était que il allait y avoir la fête de la laine à Malakoff juste derrière. Et que du coup, il fallait quand même arriver à bouger. Donc quand les douleurs ont un peu diminué, je suis allée voir l'ostéopathe qui m'a tout remis dans le bon ordre. Et puis se sont réveillées des douleurs monstrueuses à la hanche et au bassin. Je suis retournée la semaine qui suivait chez l'ostéopathe et il m'a dit bah oui, en fait vous aviez tellement mal dans le haut du dos qu'on s'est pas rendu compte que votre bassin avait bougé aussi. Donc voilà, donc il m'a remis ça en ordre, j'ai pu faire la fête de la laine, merci à vous qui êtes venus si nombreuses à la fête de la laine, c'était incroyable, c'était magique, c'était vraiment un chouette moment. Mais voilà, et donc depuis, je suis un peu en mode auto-pression. Je me mets une pression de ouf parce que j'ai là 4 semaines pour pouvoir travailler, pour pouvoir teindre. Et ensuite, j'ai 5 festivals en 8 semaines. Sachant que du coup, quand il y en a 2 qui suivent ou quand il n'y a qu'une semaine entre 2 festivals, j'ai absolument pas le temps de teindre quoi que ce soit. Est-ce que j'ai précisé que j'étais teinturière de laine de professionnelle? Pour les personnes qui seraient nouvelles ici, je vous souhaite la bienvenue d'ailleurs et welcome back pour toutes les... Comment on dit en français? Re-bienvenue à toutes les personnes régulières et fidèles. Merci d'être là, merci d'être toujours présente malgré mes propres absences. Donc voilà, donc pour le moment je me mets un peu la pression, je turbine. Je suis dans mon atelier à 8h du matin, je le quitte à midi, je mange un bout, je m'allonge un peu pour reposer mon dos parce que les douleurs se sont réveillées évidemment à force de porter des casseroles. Et puis l'après-midi, c'est préparation des chevaux, étiquetage des chevaux, rebobinage des chevaux, et puis aussi toute la paperasse, tous les problèmes administratifs qui sont liés à une entreprise. Là, on est en clôture de TVA du premier trimestre. Faut gérer les impôts 2022, faut prendre des avances d'impôts de 2024, il faut voilà. Et alors, mon site a été attaqué par des voleurs de cartes bancaires qui testent les cartes bancaires sur mon site. Ça fait J'avais eu 2-3 cas en décembre, en janvier, des achats de cartes bancaires, de cartes cadeaux à 10 € qui avaient été annulés par les propriétaires des cartes ou que moi j'avais annulé une fois que je me suis rendu compte que c'était pas normal, que ça n'avait pas de sens, que quelqu'un dans le fin fond des États-Unis s'offre à soi-même une carte cadeau à 10 €. Et alors j'ai eu un matin, je me suis levé, j'avais une dizaine de commandes, je me dis oh ça s'est jamais arrivé, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est? Et donc c'était la même adresse mail située à 10 adresses différentes aux États-Unis qui m'avait acheté 10 cartes cadeaux à 10 € pour soi-même. Donc je me suis dit oups, là il va falloir agir. Et donc du coup j'ai contacté le service, voilà, le Stripe qui est le service par lequel je passe pour que vous puissiez payer en ligne. Il y a PayPal et il y a Stripe.
voilà, donc tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est que donc je suis effectivement victime de carte testing. Donc en fait, ces gens testent sur mon site si les numéros de carte volés fonctionnent ou pas. Et s'ils fonctionnent, j'imagine qu'ils en profitent pour vider les comptes. Ça me rend dingue, ça m'a rendu dingue, ça m'a empêché de dormir pendant une semaine. J'ai contacté aussi le service fédéral belge de protection des données en ligne, qui m'ont aussi dit, en fait, il faut soit que vous payez la version supérieure pour éliminer les risques de fraude sur Stripe. Voilà, et alors il faut que j'ai supprimé la possibilité d'acheter des cartes cadeaux sur mon site. Voilà, j'ai contacté du coup ça supprimait les cartes cadeaux encore actives, donc j'ai contacté chacune de ces personnes. Tout le monde est au courant normalement. Si vous ne l'avez pas été, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai contacté chacune de ces personnes pour les prévenir qu'on passera alors du coup par un système manuel. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils veulent s'offrir, je ferai moi une facture manuelle en déduisant le montant de la carte cadeau. Enfin bon, voilà, je n'avais que ça à faire, ça tombait très très bien, ça m'a foutu un stress inimaginable, et je me suis rendu compte là, il y a 2 jours, que c'était reparti. Maintenant, ils achètent plus des cartes, ils n'essayent plus d'acheter des cartes cadeaux, ils essayent d'acheter des patrons PDF. Donc, si ça tombe, je vais devoir supprimer les patrons PDF. En fait, ils trouvent des articles à tout petit montant, à mon avis. Voilà, c'est un stress qui ne m'était pas nécessaire, je comprends pas, je ne peux rien y faire en fait. Et de toute façon, quand j'ai recontacté Stripe à propos de ce truc de est-ce que si je prends la version upgradée et payante de vos fonctionnalités, est-ce que je suis assuré qu'il n'y a plus de problème? Ils m'ont juste répondu non. Malheureusement non, nous ne pouvons rien y faire. Nous ne pouvons pas empêcher les gens d'essayer d'utiliser une carte bancaire. C'est juste qu'au bout de X répétitions, il va y avoir des blocages. De toute façon, votre site est maintenant en alerte, et donc du coup, on le surveille. Et donc j'ai vu qu'effectivement, la dernière fois, une transaction sur 2 n'avait pas été refusée, mais avait été bloquée par Stripe. Donc voilà, donc tous les matins, le premier truc que je fais, c'est allumer mon ordinateur et voir s'il y a eu des essais de vol pendant la nuit. Moi, ça me rend dingue. Donc toutes les personnes qui ont été volées via mon site, je les ai remboursées. C'est génial parce que l'air de rien, donc ça me fait du boulot en plus, mais en plus je perds chacune des commissions bancaires parce que ça, Stripe me la prélève quand même. Voilà, c'est super. Bref, donc voilà, donc c'est comme je disais, beaucoup de haut et de bas, mais tout va bien parce que pour le moment, je mets de la laine en couleur. Et puis voilà, et puis donc pour les personnes qui sont nouvelles ici, je m'excuse. Dans la vraie vie, je ne fais pas que me plaindre, je suis normalement quelqu'un d'assez optimiste, mais je dois avouer que là, entre le dos bloqué et ces problèmes logistiques, administratifs, informatiques, enfin, je trouve ça un peu injuste. Je suis juste une petite artisane, juste une toute petite auto-entrepreneuse qui essaye de faire 10 métiers en un seul parce qu'elle a une passion pour la teinture de laine. Et que voilà, et donc je me rends compte de plus en plus qu'en fait la teinture de laine en soi doit représenter à peu près 10% de mon temps de travail, et que parfois c'est un peu frustrant. Donc voilà, et donc comme je disais, donc il y a 5 festivals qui arrivent. C'est très très excitant. Si vous voulez rien rater, vous allez voir sur mon site, sur l'onglet agenda. Sinon, pour info, je serai à Bretslène, tout en haut dans l'est. Le dernier week-end d'avril. Le week-end suivant, je serai à Paris pour le nouveau festival Lainorama dans la mairie du 5e sur la place du Panthéon. Ça a l'air d'être un très chouette événement aussi. Puis j'ai 2 semaines à la maison, je crois. Et ensuite, on part pour l'Aisne en Or à Le Quesnoy dans le 59. Ça va être très très chouette d'y retourner. J'avais pas eu l'occasion d'y aller l'année passée parce qu'il y avait 2 salons en même date. La semaine qui suit, le premier week-end de juin, je serai à Nitat Motoko à Mulhouse. J'ai aussi également hâte d'y retourner parce que vous savez combien j'aime cet endroit. Enfin, moi je suis excitée comme une puce pour chacun des salons. Chacune des personnes que je vais y retrouver, enfin voilà, c'est trop trop chouette. Et ensuite nous partons donc en fait 2 semaines après Nitat Motoko, il y a les Bigoudlaines un peu plus bas que Vannes, à Sarzeau. Attention, c'est une nouvelle salle cette année, on est un tout petit peu plus loin dans la pointe. Voilà. C'est donc dans le golfe du Morbihan, et donc du coup on en profite nous pour partir une semaine avant.
pour aller se poser un tout petit peu dans le golfe du Morbihan pendant une semaine. Yeah! Ben ouais, voilà, nos dernières vacances datent de 6 jours en septembre. On avait fait 6 jours en juin, 6 jours en septembre, donc voilà, on fait carrément 8 jours. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être capable? Donc voilà, et après, ça sera de nouveau reparti pour préparer les festivals de l'automne, puisque là, je suis déjà sûr d'en participer à 2 et j'espère participer à 4. Mais donc ça, je reviendrai à ce moment-là. Donc voilà, pour le moment on attend encore les réponses de sélection et puis pour certains on attend encore les documents d'inscription, donc voilà. C'est toute une logistique sur l'année, parce que voilà, quand les premiers festivals de l'année vont être terminés, on va commencer déjà à s'inscrire au premier festival 2025 et on ne sait pas encore si on est pris à tous les festivals 2024. Ça fait partie de toutes ces logistiques administratives dont je vous parle régulièrement. Voilà, bon, on va parler tricot, vous le voyez, j'ai un nouvel ouvrage sur moi. Si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai montré, et il vous plaît énormément. Et j'ai un autre ouvrage terminé. Oui, c'est ça, en fait, une des autres raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à venir enregistrer un épisode, c'est que, en gros, vous allez voir, j'ai tricoté un monstre. J'ai tricoté un gilet qui vaut 2 gilets, et donc du coup, c'est difficile de venir vous voir en disant j'ai fait un demi-gilet, on se retrouve pour venir vous parler du deuxième demi-gilet. Bon voilà, et puis il y a toujours ce problème de mon mari est en congé de maladie encore pour 2 semaines, et donc forcément on doit partager l'espace, et donc je peux pas lui dire maintenant tu dégages pendant 2 heures, je voudrais enregistrer un épisode. Donc voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est pas mal de couture, alors comme à chaque fois que je fais de la couture, je me dis je vais faire un épisode spécial couture. On verra, on verra, on verra. Je ne fais plus de promesses ni à moi-même ni à vous. parce que voilà. Bref, 11 minutes d'introduction et j'ai toujours pas parlé tricot. Tout va bien, tout va bien. On s'y met, hein? On parle des 2 ouvrages que j'ai terminés depuis le dernier épisode de podcast. Les ouvrages terminés, ça y est, c'est bon, on parle tricot, ça perd l'hypopète. Je viens de passer 1 quart d'heure, 20 minutes à mettre tous mes ouvrages terminés sur Ravelry, comme ça je peux vous mettre dans la description sous la vidéo directement le lien vers mes réalisations avec mes notes et mes modifications, les modifications que j'ai apportées, les laines que j'ai utilisées et tout ça. Et voilà, donc c'est tout ce dont je parle, les liens vers mon site et tout ça se trouvent dans la description sous la vidéo si vous regardez sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, c'est possible. Et voilà, et sinon j'essaye de ne pas oublier de mettre aussi dans la vidéo le nom des patrons que j'utilise. Donc voilà. Donc le premier ouvrage que j'ai terminé, c'est donc ce long gilet que j'avais entamé lors du dernier épisode, qui tombait bien à point pour quelqu'un qui a dû vivre un tout petit peu allongé pendant 2 semaines. Et il s'agit donc d'une adaptation personnelle du modèle du gilet en brun de Atelier Émilie. Et alors j'aurais pu de nouveau être maline et mettre sur mon téléphone. Voilà, j'oublie à chaque fois. Bref, alors le gilet, donc je voulais un gilet très très long. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait comme d'abord ce patron-là, non finalement ce patron-là, et puis finalement le gilet en brun, parce que le gilet en brun est un gilet ouvert, un cardigan ouvert, dont la bordure se tricote en même temps que le corps. On commence par tricoter la petite bande d'encolure, et puis ensuite on vient relever les mailles pour construire le raglan, et voilà, et après on met les manches en attente et on continue à dérouler le corps. Le gilet en brun a une petite astuce dans le sens où les pans devant sont plus grands, donc voilà, j'ai trouvé la photo sur mon téléphone. Est-ce que je vais... Voilà, le gilet en brun. Oui, évidemment, il y a plein de reflets. Mais ça vous donne une idée, vous voyez, donc c'est vraiment un gilet tout sobre, tout simple, qui se tricote en déca avec des aigus 3,5, ce qui lui donne beaucoup de tenue. Donc voilà, et donc en fait ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai adapté, bon j'avais pas lu le patron, je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, donc j'ai dû m'y reprendre après, mais donc voilà, donc j'ai fait ma bande d'encolure, et au moment de relever les mailles, je me suis dit, mais on relève pas de mailles pour le devant, ben oui, non, puisque ça vient après pour que les pans soient plus courts, et donc du coup j'ai vite fait un calcul de, ok, je relève 2-3 mailles en plus, et je vais faire des augmentations le long de l'encolure, des augmentations le long du raglan, selon un certain rythme, pour arriver au même nombre de mailles que Émilie nous fait relever quand on doit relever les mailles du devant. Ah, vous suivez toujours? Et donc en fait, je me suis retrouvée à faire un raglan classique avec augmentation en V sur le devant. Et voilà, et à dérouler jusqu'à séparation des manches. J'ai fait
les manches avant la suite du corps, et puis j'ai déroulé la suite du corps en aller-retour en color block avec des rayures de 11 cm d'épaisseur. Je vous montre l'animal, j'adore, je le mets tous les jours, c'est un truc de ouf. J'étais toujours pas décidée si j'aimais, parce que j'aime pas les rayures, mais comme c'était grande rayure ça va. Il a cet avantage extraordinaire qu'il va absolument avec tout, puisqu'il y a plein de couleurs dedans. Mais c'est quand même fort rayé. Je l'ai pas encore, je crois que je l'ai pas encore porté dans la maison en fait. C'est juste que voilà, vous voyez, on est dans cette saison où il y a le soleil qui vient réchauffer la maison pendant la journée, et puis genre vers 17h quand le soleil passe là-bas derrière les arbres, eh ben il y a plus de soleil sur la maison, et puis pouf, il y a un petit côté un peu plus cru dans la maison, et hop, je vais chercher mon énorme gilet. Voilà l'animal. Je vous ai dit, je le voulais très très long. Et donc en fait, au niveau de la quantité de laine que j'ai utilisée, c'est comme si j'avais fait un double ouvrage. Donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué de venir vous montrer ce que je faisais, puisque je faisais un seul et même ouvrage. Voilà, et donc on le commence. Ici par un rang de, je sais plus ce qu'elle préconise, moi j'ai fait le montage provisoire autour d'un câble que j'aime bien. On vient faire cette petite bande de côte et d'aille-corde qu'on va retrouver tout le long de la bordure, et ensuite on va venir relever les mailles ici le long, placer ces anneaux marqueurs pour normalement n'augmenter que les manches, le dos, et donc moi j'ai modifié pour pouvoir augmenter également le devant, le long du raglan et le long de l'encolure. Et donc, chaque fois que j'avais fait le première rayure, j'ai compté le nombre de rangs que j'avais fait, et ensuite j'ai répété ce nombre de rangs pour chaque couleur. Donc voilà, j'ai utilisé ma base Sirius DK, qui est du 75%, 75% Blueface Leicester, 25% Gotland, et qui mesure 230 mètres pour 100 grammes. Et donc je vous avais montré que j'avais choisi 4 couleurs, j'ai fini par en rajouter une 5e, parce que donc en fait j'avais 2 écheveaux de chaque couleur de réserve. C'était des écheveaux qui étaient restés invendus de l'année passée, et que j'avais dû, de l'année passée, de l'année d'avant, enfin voilà. En fait ce qu'il y a, c'est que je suis imposée sur la valeur de mon stock, et donc les écheveaux qui étaient invendus depuis 2017, 2018, 2019, depuis 2020, enfin voilà, tous ces écheveaux, en fait j'ai déjà été imposée à multiples reprises. Donc avec ma comptable on a décidé qu'il fallait que je fasse un tri, donc je vous avais proposé en décembre une grosse promotion 3 plus 1 gratuit pour essayer de leur donner un maximum de chances d'être adoptés, mais il m'en reste, et donc voilà, je suis obligée de les tricoter, c'est vraiment dommage. Il m'en reste pas mal, et donc du coup il me restait ces 5 couleurs de Sirius DK, et donc j'avais fort hésité sur quelle couleur utiliser, dans quel ordre mettre les couleurs, voilà, et donc vous voyez ce que j'ai choisi. Donc j'ai premier bain de Garance, puis j'ai de l'indigo, puis ça c'est une autre recette de Garance, c'est un peu plus marron, là c'est du nerprin, et quand j'en suis arrivée là, mais je me suis dit qu'en fait, si je répétais une fois ces 4 couleurs, il allait être un tout petit peu plus court à mon goût. Il lui manquait genre 10 cm, voire 20. Et donc du coup, j'ai rajouté une 5e couleur. Alors j'ai utilisé un peu moins d'un écheveau pour chacune de mes couleurs. En fait, j'ai utilisé 150 grammes de chacune des couleurs. Et là, j'ai utilisé quasi un écheveau complet parce que je n'ai fait qu'une seule couleur. Voilà, ce qui me reste, ça c'est 11 cm, plus les manches. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ce que j'ai fait dans l'ordre de tricot, c'est que j'ai fait mes 3 premières rayures. Non, j'ai fait mes 5 premières rayures. Et puis là, j'ai laissé le corps en attente. Et donc, vous voyez, la bordure se tricote tout du long. Et c'était ça aussi pour ça que j'avais choisi ce modèle-là, parce que ça avait ce côté confortable qu'après, il fallait pas relever des mailles sur un gilet qui fait 80-90 cm de haut, 90 cm de haut. Et donc, quand j'ai fait mes 5 rayures, j'ai laissé le corps en attente. J'ai fait ma première manche en respectant les rayures, le rythme des rayures, et j'ai terminé avec le poignet. Voilà, pourquoi le poignet marron? Parce que c'est la couleur qui devait arriver à ce moment-là. Voilà. Et par contre, l'autre manche, j'ai décidé de m'amuser un peu, et j'ai fait des rayures complètement aléatoires. Donc j'ai terminé ma première rayure de 11 cm, de là où on en était à la séparation des manches, et ensuite j'ai fait des rayures tout à fait aléatoires pour que toutes les couleurs se côtoient. Et ce que je trouve très amusant en fait, c'est que ça ne se voit pas spécialement tout de suite. Quand j'ai terminé ma deuxième, et là j'ai fait par contre j'ai fait le poignet assorti au premier poignet, c'est ma manche droite. J'ai décidé que je faisais des modifications systématiquement sur la manche droite, j'y reviendrai. Voilà.
Et donc ensuite, j'ai repris le corps. Et quand je suis arrivée, donc j'ai fait 3 rayures supplémentaires. Et là, je l'ai réessayé et je me suis dit que j'allais pas faire, parce que normalement, donc j'avais prévu de faire encore une rayure verte et puis de faire mes côtes en rose. Et je me suis dit que ça allait être trop long. Et donc du coup, j'ai fait mes côtes 3-1 sur toute la hauteur d'une rayure, donc sur les, je crois que c'était 28-29 rangs de mémoire. Voilà. Je suis super enchantée. Alors c'est un joli bébé, hein, donc il y a 700 grammes de laine. Attendez, donc j'ai utilisé 9 écheveaux, mais il me reste 50 grammes dans 4. Et j'ai calculé comme ça toute seule. Donc il fait à peu près 700 grammes mon gilet. Et donc oui, il me reste, vous voyez, de chacune des couleurs, il me reste... mais ça, c'est le reste du premier écheveau avec lequel j'ai fait le corps et les manches. Et ça, c'est ce qui me reste de ma deuxième rayure. Et donc, c'est ce qui me reste de chaque couleur, à part le rose où il me reste que ça. Et ça me donne très 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 envie, soit de faire un col en jacquard, soit de faire un bonnet en jacquard. J'ai pas encore choisi. Voilà, puis de toute manière, on est là. Normalement, l'hiver va se finir à un moment ou à un autre, puisqu'on est censé être au printemps depuis 10 jours. Et donc, du coup, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Ils sont ensemble dans un pochon. Et voilà. Mais je me dis que c'est une bonne manière de dire voilà, on a tous des restes de jacquard. Est-ce que je réfléchirais pas à un chouette modèle de bonnet de jacquard où on fait à peu près ce qu'on veut? Voilà. Pour le moment, c'est juste au stade d'idée. Donc voilà. Est-ce que je le passe pour vous le montrer? Je dis qu'il va avec tout, évidemment, il suffit que je mette, il faut que je le mette avec si ça va avec tout. Ça va avec tout. Est-ce que je vais réussir à vous montrer jusqu'où il descend? Il me descend juste au-dessus du genou. La pièce est trop courte. Voilà, il me descend jusque là. J'ai fait les manches très très longues parce que c'est des manches droites. Est-ce que c'est des manches droites dans le patron? Je ne suis pas certaine, je ne sais plus. Ah, je sais plus. Moi, j'ai choisi de faire des manches droites et de venir faire un rang de diminution drastique au niveau du poignet. L'idée étant que ce soit une veste sur veste, voilà, gilet, que je puisse y glisser les manches des autres gilets ou des autres pulls par-dessous. Mais donc voilà ce que ça donne, j'aime vraiment bien. J'adore cette construction avec un début de manche qui est déjà assez large et qui vient vraiment bien se poser sur les épaules. Et voilà, et donc ma modification, c'est qu'au lieu de relever les mailles ici, j'ai construit ceci au fur et à mesure du reste du raglan. Mon interprétation libre du gilet en brun de Atelier Émilie. Bon voilà, je suis vraiment contente et je suis contente d'avoir juste petit décalage. Il y a une rayure qui vient au milieu casser le rythme. J'avais même hésité à refaire du coup les autres rayures en miroir. Puis je me suis dit que ça faisait beaucoup trop organisé pour moi. Qu'on allait faire tout dans le même ordre. Donc voilà, et alors j'avais choisi, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, de mettre la garance près de mon visage, parce que ça je sais que c'est une couleur qui me va très très bien, mieux que ceci, parce que voilà, il me faut du rouge, il me faut des couleurs lumineuses, dit la fille qui porte un truc, bah si, il est quand même lumineux. Donc voilà, donc interprétation libre du gilet en brun d'Atelier Émilie, et j'aime beaucoup beaucoup ce détail des manches. Voilà, ça m'amuse énormément d'avoir des manches... Ah bah voilà, petite photo pour la vignette. Voilà, voilà. Je vais pas le garder, il fait trop chaud. Blueface Lester et Massam, c'est chaud, c'est très très chaud. C'est très agréable. Ouais, c'est vraiment agréable. Et c'est une laine que... voilà, ce qu'on me demande souvent, est-ce que ça pique vos laines? Alors, ben non, c'est pas... Alors, ça pique plus que du Merino Superwash, qui a été traité Superwash, c'est-à-dire qu'il a subi un traitement chimique très nocif pour la planète, qui lui retire ses écailles. C'est comme si on enlevait les écailles des cheveux. Et donc du coup qui n'a plus sa nature de laine, c'est-à-dire ses écailles qui font que ça va être thermorégulateur, que ça va être auto-hygiénique, c'est-à-dire que ça se libère des odeurs, que ça va être oui, thermorégulateur, c'est-à-dire que s'il fait chaud, ça va en fait ça se met à la température du corps, un ouvrage en laine a priori. Bon voilà, il y a des laines qui sont plus chaudes que d'autres, plus épaisses que d'autres, plus moelleuses que d'autres. Le Gotland est particulièrement chaud, moi j'avoue que donc en fait c'est très je le trouve extrêmement doux, mais personnellement, quand il fait plus de 20 degrés, je le trouve piquant. Donc vous voyez, je suis incapable de dire, par contre, par exemple, la Orion, qui est du Blueface Lester avec du Massam, ça je peux la porter toute l'année. Donc c'est tellement subjectif
une laine piquante ou non. Et voilà. Et ce qu'on me dit souvent, ce que je vous dis souvent sur les salons, c'est ne touchez pas les écheveaux. Je vous ai mis exprès des échantillons parce que déjà la laine, quand elle est tricotée, elle prend encore du gonflant et de la douceur. Et puis j'ai aussi tous mes modèles qui sont là, que a priori si j'ai la place sur le stand pour mettre le portant, la tringle avec tous mes vêtements et de voir justement comment évolue la laine et que les laines non traitées superwash, en fait, plus on les porte, plus elles vont s'assouplir, plus elles vont s'adoucir et plus elles sont merveilleuses. Donc voilà. Donc alors il y a les gens qui sont allergiques à l'alpaga et qui sont allergiques au mohair vont être allergiques au pas au Blueface Leicester du tout. Le Blueface Leicester est aussi bien supporté que le Merino sur toutes les peaux, mais vont être allergiques au Gotland aussi parce que c'est le même type de longueur de poil sur le mouton. Voilà. Je suis pas la spécialiste de la laine, je suis plus une spécialiste de la teinture. Mais voilà, j'essaye de mon mieux d'expliquer les choses. Donc voilà, mais donc... je vous le refais, mais mange pas pareil. Alors, le deuxième ouvrage terminé, vous l'avez vu sur moi, juste, je viens de l'enlever pour pouvoir vous en parler. Il s'agit du pull Renaissance Sweater de Helena Mortensen. J'ai eu un coup de cœur immédiat dès qu'elle a commencé à montrer des images sur son Instagram, enfin, quand elle le tricotait, puis quand elle a fait l'appel à test. J'attendais impatiemment que le patron sorte, puis j'attendais surtout d'avoir de l'espace-temps sur mes aiguilles. Et alors il a valsé sur mes aiguilles, je l'ai tricoté en 2 semaines. C'est un truc de fou, vraiment complètement addictif, complètement magique. Je suis enchantée du résultat. Pour le tricoter, j'ai utilisé des restes de laine, j'ai pas pris mes restes, j'ai plus de restes. En fait j'ai utilisé, je vous avais déjà montré ces écheveaux de Orion. La couleur ne passe absolument pas, elle est beaucoup plus subtile que ça dans la vraie vie. Voilà. En fait, c'était 3 écheveaux que j'ai teints l'été passé, un bain un peu raté d'épuisement de Garance, qui était pas très soutenu, pas très intéressant, dans lequel que j'avais ensuite plongé dans la cuve d'indigo. Et à nouveau, le résultat était pas, j'étais pas sûre que la couleur tienne dans le temps, et de deux, que les nuances soient jolies entre les écheveaux et dans les écheveaux. Donc du coup j'avais décidé de les garder pour moi. J'ai le sens du sacrifice, hein. Vous vous rendrez bien compte que j'ai un sens du sacrifice assez incroyable. Et donc j'avais 3 écheveaux que j'avais mis de côté pour me retricoter un poète de Sari Nordlund. Et alors il me restait un écheveau tout seul de cette couleur-ci, Orion, qui était un test que j'avais fait l'été passé également et que j'avais apporté au Knit-It. Et en fait sur les 10 écheveaux que j'avais teints, il y en a 9 qui avaient été adoptés, il en restait un tout seul. Et donc je me l'étais gardé aussi en me disant un jour je le mettrai dans un jacquard. Et donc en fait quand le patron du Renaissance est arrivé dans mon cerveau, j'ai directement... Et alors les écheveaux que je que je garde et ils sont dans cette case là, cachés là, cachés derrière les bouquins et derrière une nappe et des bonnets donc voilà. Et en fait, de les voir ensemble, je me suis dit que c'était presque une évidence de les tricoter ensemble, parce que ça fonctionnait très très bien, que la laque venait vraiment réveiller la luminosité de ce bain raté de Indigo et Garance. C'est triste qu'il fasse si gris, que la couleur soit si terne, parce que le fond est beaucoup plus lumineux dans la vraie vie. D'ailleurs, je me suis rendu compte que même sur les photos, j'arrivais pas à rendre l'effet très subtil. Bon voilà, mais donc du coup c'est un projet complètement égoïste dans le sens où je ne pourrais jamais vous reproposer les mêmes combos de couleurs parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et je vous en remercie, mais on peut trouver des alternatives de toute façon, voilà. Donc l'ouvrage se commence par un montage assez classique, un peu élastique. On monte les mailles, on fait un rang droit, un rang envers ou l'inverse, directement sur la bonne taille d'aiguille si je me trompe pas. En fait dans le patron, elle l'a fait 2 fois, elle, avec 2 échantillons différents, et donc en fait il faut se baser sur l'échantillon sur lequel, enfin voilà, j'ai pas fait d'échantillon, je connais l'échantillon de ma base Orion, et donc j'ai choisi de le faire en aiguille 3,5. J'ai fait la 2e taille. Le patron est disponible en français, en anglais et en allemand. Donc c'est cool pour les personnes qui ne veulent pas tricoter dans des langues bizarres. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que forcément le embrun de Atelier Émilie, il est également disponible en français et en anglais sur Ravelry. Donc voilà, donc je reviens aux Renaissance. Et donc on va venir faire, c'est un principe de yoke, donc où on a des rangs, on tricote un rond avec des augmentations réparties pour augmenter ce rond, pour avoir un rond au moment de la séparation des manches et du corps.
On a quelques rangs raccourcis pour allonger, pour approfondir. Vous voyez, le motif dans le dos commence plus bas que devant. Et alors ensuite, alors c'est pas un patron que je conseillerais aux débutantes en jacquard pour la simple raison que, alors ça se voit pas bien, mes mailles toutes seules ne ressortent pas assez au début, mais vous voyez, dès le début, on tricote des parties dans lesquelles il y a énormément de fils à croiser. Parce qu'on va tricoter genre une maille sur 20 et plus tard ça va même être beaucoup plus large encore. Voilà, vous voyez, il faut beaucoup croiser ces fils, donc je ne le conseille pas pour des débutantes au jacquard parce qu'on aborde le jacquard de façon un peu compliquée entre guillemets. Après le motif, en fait, on a cette fleur ou voilà, ce motif-là qui, vous voyez, vient se répéter 3 fois sur la hauteur. Et donc, en fait, une fois qu'on a compris ce principe-là, on se rend compte que les rangs sont assez répétitifs. Le motif est assez large, donc en fait, moi, au bout de... Et de nouveau, il se construit autour d'une maille centrale en miroir. Donc ça, c'est une largeur de motif. Voilà, une largeur de motif va de là à là, et vous voyez qu'il y a une maille centrale autour de laquelle vient se répéter le motif en miroir. Je vous en avais déjà parlé au moment de faire l'Alpine Bloom. Donc en fait, on sait que si on a fait 4 mailles, premier coloris 1, 3 mailles, coloris 2, 3 mailles, coloris 1, et que en fait, après la maille centrale, ça va être l'inverse. Donc je trouve assez facile à retenir, et donc du coup, ça a un côté complètement addictif parce qu'on se voit avancer. Donc voilà, jusqu'à un certain point, forcément, les augmentations sont intégrées dans le motif. Et puis on arrive au stade où on a le maximum de mailles. Et alors elle ne nous dit pas à quel moment du motif, en fait le diagramme du motif fait toute la hauteur. Elle ne nous dit pas à quel moment du motif on arrête. Elle dit juste, ben voilà, quand vous avez X hauteur depuis le rang de montage, eh bien, vous séparez le corps et les manches. Donc là, elle explique comment faire. On doit monter des mailles en respectant le motif quand on sépare. Donc on va mettre, on tricote la moitié du dos parce que le milieu de rang, c'est le milieu du dos, comme souvent dans un yoke en jacquard. Et donc on tricote le milieu du dos. On met le nombre de mailles des manches en attente et on vient monter quelques mailles en respectant le rang suivant du motif sous l'emmanchure. Et puis on vient faire le rang suivant du devant. Et même chose, manche en attente. On met on tricote, on relève, enfin on monte quelques mailles et puis on termine le dos. Et alors on va continuer le corps en rond en suivant le motif. Il faut évidemment retenir à quel stade du motif on doit reprendre les manches. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté tout mon premier écheveau de coloris principal et donc je me suis arrêté genre 2-3 cm après le jacquard, et là j'ai mis mon corps en attente et j'ai fait mes 2 manches. Donc voilà, donc j'ai relevé mes mailles sous l'emmanchure et tricoté le rang suivant du motif. Et là, en fait, c'est exactement le même motif. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard pour ma taille, parce que j'ai pas compris les explications des manches. En fait, elle prévoit à la base une maille envers sous la manche qui fait une fausse couture. Parce que je pense que pour certaines tailles, le motif n'est pas complet. Donc on va tricoter. Elle nous dit d'ailleurs, en fonction des tailles, sur quelle maille du motif il faut reprendre quand on redémarre les manches. Et moi j'avais un nombre complet de mailles. Donc du coup j'ai 3 fois mon motif qui vient se poser autour de la manche. Et donc j'ai pas fait cette maille envers. Parce qu'en fait elle explique dans les premières pages du patron qu'il faut, quand on entame les manches, tracer une ligne au milieu du diagramme de là où est la manche, là où est cette maille envers, et de venir s'adapter. Voilà, j'ai pas tout à fait compris parce que j'étais pas concernée par le problème et ça tombait bien. Puisque moi j'avais 3 motifs complets pour ma taille. Et donc on tricote les manches droites. Et c'est ça que j'ai pas compris non plus, parce qu'a priori elle parle de diminution dans les manches, mais elle n'en fait pas au moment où on aborde les manches. Ou alors j'ai un truc que j'ai pas suivi, mais ça m'arrangeait bien. Les manches sont prévues 3/4, et donc c'est ce que je voulais. Je voulais un pull un peu court avec des manches 3/4. Donc voilà, et donc ensuite j'ai continué les manches. Normalement il faut les arrêter à peu près ici. Moi j'ai rajouté 5 bons centimètres, parce que je voulais pas que le poignet de manche me tombe juste sur le coude. Je redis à chaque épisode, je fais 1,80 m, donc ça change beaucoup de choses sur les longueurs, sur les hauteurs de raglan et sur les
ou sur les hauteurs de, voilà, la hauteur sous emmanchure, là je tombe assez juste, mais au niveau de la hauteur de bras, mais ma taille est 7 à 8 cm plus basse que ce qui est souvent préconisé dans les patrons, que ce soit en couture ou en tricot, et pareil, ben, mon coude il est 5 cm plus loin que ce qui est prévu dans la norme, et mes bras, ben, en fait mes bras font plus de 50 cm en fait, de là à là j'ai presque 70 cm, donc voilà. Bref, donc du coup je voulais pas que ce poignet de manche me tombe juste là, parce que ça voulait dire qu'il allait se déformer à chaque fois dans les mouvements. Et donc j'ai allongé de cette partie-là pour venir faire ensuite mon poignet, pour ne pas avoir mon poignet qui tombe juste dans le creux. Vous le voyez, le poignet droit, je l'ai fait en contrastant. Je crois que normalement, il faut faire un tout petit peu plus de côte. Je crois que c'est 5 cm. Moi, j'ai fait 3 cm. Je trouvais que c'était suffisant, tant au niveau du look que de la longueur. Le poignet, du coup, il est large, vous le voyez, puisqu'on a 0 diminution. Mais comme il tombe encore haut dans le bras, ça a du sens. J'ai ensuite tricoté ma deuxième manche en faisant le poignet. Voilà, ben, j'ai juste suivi ce que j'avais fait, le nombre de rangs que j'avais fait pour la première manche. Et là, j'ai fait le poignet dans le coloris principal. Et voilà. Et donc, avec mon deuxième écheveau, j'ai donc tricoté les deux manches. Et ensuite, je suis arrivé à ce stade-là où normalement, il fallait faire encore 2-3 cm du corps. Et puis 5 cm de côte. Et ça voulait dire que j'allais entamer un troisième écheveau pour 10 grammes. Voilà, donc je me suis dit, oh, je vais le mettre sur 2 câbles, je vais le réessayer et je vais voir. Et donc j'ai vu qu'il tombait juste à la hauteur de la taille de mes jeans, taille normale. Voilà, genre juste au niveau de l'os de mes hanches. Je me suis dit, ah ouais, un peu plus haut que l'os de mes hanches, je me suis dit, allez, de toute manière, on a des manches 3/4, on le fait court, je vais pas entamer un troisième écheveau, et donc j'ai visé pour faire, donc j'ai un tout petit peu moins de côte, mon but était de faire la même hauteur de côte que les manches, mais j'ai un tout petit peu moins de côte, et alors mon but, j'ai terminé avec genre, il me reste de quoi faire un rang peut-être de cet écheveau-là, et alors avant de rabattre les mailles, que ce soit sur les manches ou que ce soit sur le corps, on fait un rang à l'endroit. Et donc j'ai fait ce rang à l'endroit et j'ai rabattu les mailles avec le coloris contrastant. Et je trouve que ça l'illumine en fait d'avoir fait ça. Donc en fait mon dépannage de Yarn Chicken m'a permis d'illuminer le pull. Je suis vraiment enchantée, vraiment contente du résultat. Je pense que je vais le porter énormément. Je suis finalement contente qu'il fasse pas encore 25 degrés parce que là il serait trop chaud. Donc voilà. Et donc là j'ai utilisé donc ma base Orion qui est donc de nouveau 75% Blueface Leicester, 25% Massam, en fingering cette fois-ci, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et cette laine est absolument parfaite, vous le voyez, mon jacquard est lissé, superbe, magnifique. Je trouve que le résultat, c'est une laine qui est un peu dufteuse, un peu, voilà, pareil que celle-ci en fait, il y a un petit voile, et donc ça permet vraiment au jacquard de bien s'aplanir et au point de bien se marquer, et d'être bien déterminé, bien défini. Voilà, voilà. C'est une laine qui, que ce soit celle-ci ou celle-là, sont des laines qui vont absolument pas changer, bouger au blocage. Celui-ci, c'est un tout petit peu allongé, mais alors genre de 5 cm, même pas 3 cm, à cause de son poids. Mais c'était, je vous l'avais dit aussi, hein, que c'était pour ça aussi que j'avais choisi de faire un modèle qui se tricotait en 3,5 pour lui donner plus de tenue que si je l'avais tricoté en 4, 4,5, il aurait été plus large, plus long, plus fluide, et qui risquait avec le temps de dégouliner, et voilà. Bon, après, ça ne fait qu'un mois et demi que je l'ai fini, j'ai beau le porter tous les jours, mais là, il n'a pas bougé, il est toujours exactement au même endroit. La fille qui saute du coq à l'âne, je l'avais pas encore fait. Hein. Donc voilà, donc le Renaissance de sweater de Helena Mortensen. Je sais que c'est un modèle que quand j'ai montré au fur et à mesure son évolution sur Instagram, les couleurs que j'avais choisies, et quand je vous ai montré hier ou avant-hier l'ouvrage terminé, il vous a plu énormément. Il y a 2-3 autres modèles d'Helena Mortensen qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Je vais dire qu'il a un défaut et je vais le remettre. Mais ça, c'est juste moi, toute seule. C'est pour le moment je le porte, je ne l'ai porté qu'avec des bêtes t-shirts. Voilà, c'est cette encolure qui est très évasée. J'ai pas encore essayé, vous savez que je suis fan moi de petits chemisiers à col Mao. Voilà, je mets beaucoup de petites blouses, de petits chemisiers. J'ai pas encore essayé pour voir si c'était possible de le porter comme ça. Parce que je suis pas une grande... Voilà, je possède 2 t-shirts. D'ailleurs, je pense que je porte le même t-shirt
que l'épisode précédent. Voilà. Donc, je possède un tout petit peu plus que 2 t-shirts, mais voilà, je me suis fait quelques plantins, et donc ça c'est un plantin nouveau de Direndo, qui est un modèle gratuit. Voilà, mais donc son petit défaut serait peut-être cette encolure évasée, et qu'il n'y a pas mon... En fait, c'est les rangs raccourcis, je pense, qui font que c'est ovale. La manière dont ils sont étalés dans le dos, le rond vient se mettre de façon ovale, parce que je pourrais pas avoir une encolure plus serrée, parce que ça me gênerait ici. Mais voilà, a priori, ça aurait été un pull chaud. Je l'aurais fait en col roulé, je serais venu faire un col roulé. Voilà, c'est ce que j'avais déjà expliqué avec un modèle d'Isabelle Kramer, 2 modèles d'Isabelle Kramer, c'est que son encolure est ovale et que ça ne convient pas à ma morphologie dans le sens où j'ai des épaules très très étroites. Et que en fait, là, mes bretelles de soutien-gorge, elles sont ici, hein, mes épaules, elles s'arrêtent là. Et donc on est quand même tout juste, quoi. Voilà. Donc, même si j'ai des gros bras de teinturière et que j'ai un dos assez large, mes épaules, elles, sont très étroites. Donc c'est pas spécialement l'encolure qui me va le mieux. Ça me va dans ce cas-ci, mais voilà, il faudra que j'essaye avec des vêtements, d'autres vêtements. Voilà. Et donc du coup, il va falloir que je regarde si les autres modèles sur lesquels j'ai flashé de cette créatrice, il y en a 2 que j'aime énormément, sont exactement la même encolure. Alors je vais peut-être revoir mon choix, parce que je crois que justement il y en a 2 qui sont plutôt en sport des cas, et que ça, voilà, même voilà, ici au niveau du dos, je trouve que ça tombe un peu bas. Ça ne couvre pas assez la partie où j'ai mal et j'ai froid. Voilà, le Renaissance de Helena Mortensen. Je me suis pas levée. Voilà. Je porte mon pantalon raté. Et tant pis, je l'assume, où j'ai raté la pose de mon zip. C'était un modèle Betty de Fibermoots, qui est un tout petit peu large, mais dans lequel je suis bien. Je l'avais fait une première fois, super réussi. Je vis tout l'été dedans, parce qu'il est dans un jeans très léger. Et donc j'ai voulu en refaire un plus épais pour l'hiver. Et j'ai raté. Ma pose de zip, voilà, c'est pas grave. On disait que c'était fait exprès et que c'est zip visible. Bon, voilà, mais je suis voilà, très contente. Les couleurs vont bien ensemble, vont bien dans ma garde-robe. Et le fait qu'ils soient un peu plus courts n'est pas choquant, puisque j'ai plusieurs pantalons taille haute et j'ai beaucoup de jupes qui sont taille haute. Et voilà, et j'ai déjà envie d'imaginer toutes les tenues que je vais pouvoir faire avec ce pull. Alors, autre ouvrage terminé, je ne sais plus lesquels vous avez déjà vu. Artois Mincal 2024, c'est extraordinaire. J'ai déjà reçu plus de 150 dons. Merci franchement à Malakoff, à la fête de la laine. J'avais heureusement qu'il y avait une table qui était en trop dans la salle et que j'ai pu caser tout là. Il y avait des montagnes, quoi. C'était un truc de fou. Merci. Si vous êtes nouveau aux nouvelles, Artois Mincal, le but est de tricoter un ouvrage par mois. Un bonnet, une paire de chaussettes, une paire de gants, ou de tricoter un pull au long cours sur 10 mois, des cols, et de me les faire parvenir afin que moi ensuite je les transmette. Ça sera, à mon avis, je le ferai comme l'année passée, au retour du Ch'ti Bazar, comme ça on fait tous les festivals de l'année, si je suis prise au Ch'ti Bazar, si je suis présente au Ch'ti Bazar, là je ne le sais pas encore, mais donc vers la mi-novembre, et j'irai tout donner à l'organisme, la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme belge qui, en cas de soutien, aide les migrants de passage, les gens en attente de pouvoir poser leur demande d'asile et tout ça, et qui, entre autres, leur permet de les aide à trouver des vêtements chauds pour entamer l'hiver. Et donc, c'est la 4e saison, la 4e année. Première année, on a récolté plus de 400 dons, la deuxième presque 1000. L'année dernière, on n'était pas loin des 700. Et donc voilà, et vous avez l'air super motivé, c'est super enthousiasmant. Je suis très touchée. Et donc toutes les instructions sont sur mon site pour savoir comment participer, que faire, et comment ensuite me transmettre les dons, soit en venant me les apporter sur un festival, soit en me les envoyant idéalement par Mondial Relais, parce que c'est ce qui vous reviendra le moins cher. Et les instructions là aussi pour comment faire pour me les envoyer par Mondial Relais sont sur mon site. J'ai même déjà reçu quelques colis de personnes qui avaient déjà fait quelques ouvrages, ou qui avaient déjà commencé, en fait, qui n'avaient pas arrêté après octobre 2023 et qui ont continué à en faire et qui m'ont déjà fait parvenir des choses. Et donc moi pour le moment je fais des bonnets, j'en ai fait 6 en janvier, février, mars, enfin voilà, pas 6 par mois malheureusement, j'aurais bien aimé. Et donc c'est toujours le même modèle, c'est mon bonnet Paresse, je vous mettrai le lien de nouveau. Je vous ai mis la petite recette sur Instagram et sur Ravelry, c'est tout simple. Et j'utilise tous des restes de laine qu'on m'a fait parvenir.
Et donc voilà, donc ça, et vous voyez en fait le suivi des laines en fonction des restes que j'ai. Celui-là il est uni, celui-là il est uni, celui-là il est uni. Enfin il n'est pas uni, il est chiné parce qu'il y a à chaque fois un brin d'acrylique et un brin de Holzgarn. Et puis ensuite là je suis venu rajouter d'autres restes. Celui-là il est tout marron et là je viens de faire ça. J'ai reçu l'an dernier 12 pelotes de ce Bordeaux, donc voilà, il va y avoir du bonnet Bordeaux. Voilà, le but c'est que voilà, Bordeaux c'est la limite peut-être de ce qui peut... Voilà, il faut pas que ce soit trop voyant, trop visible, dans le sens où il faut pas que les gens, les bénéficiaires soient trop voyants, trop visibles. N'oublions pas qu'ils sont illégaux malheureusement pour eux. Voilà, parce qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas le droit d'être là. Bref, je vais pas lancer un débat. Donc voilà, mais donc le Art Amical, si vous souhaitez participer, si vous voulez les informations, tout se trouve sur mon site et je mettrai le lien ici en dessous ou dans la boîte de description. On va passer aux ouvrages en cours. Ah, l'ouvrage en cours, je n'ai qu'un ouvrage en cours, je n'ai pas encore commencé de nouveaux bonnets pour le mois d'avril. Voilà, et j'ai un ouvrage en cours qui lui va encore plus vite que celui-ci. L'ouvrage en cours, je l'ai commencé, donc j'ai terminé celui-ci dimanche à 17h, 18h, ouais c'est ça. J'ai directement été le mettre à tremper et puis je l'ai sauré et puis je l'ai roulé dans une serviette que j'ai mise sur le radiateur en me disant « Ah, je peux le porter ce soir, on allait manger chez des amis ». Bah non, 1 heure après, il n'était pas encore sec. Donc voilà, donc j'ai dit attendre le lendemain pour pouvoir le mettre. C'est-à-dire il y a 3 jours. Et donc du coup, lundi, on est jeudi, lundi j'ai commencé un nouvel ouvrage et il est déjà presque terminé. Et c'est un pull, oui, mais je vous rassure, c'est normal, il se tricote avec des aiguilles 6 mm. Je refais un nouveau pull Ranunculus de Midori Oz. J'en ai déjà fait un il y a 3 ans je crois, que je ne porte plus parce que je l'avais fait dans une très mauvaise qualité de suri alpaga. Et donc il est sans forme, voilà, c'était chouette, le modèle était chouette, la couleur était belle, mais voilà, je l'ai porté comme chiffon à la maison plutôt. Et puis j'en ai refait une version à l'automne passé que je porte beaucoup. Et là j'en fais un nouveau parce que je suis une vilaine copieuse. Il y a 2 ans, au festival de Bigoudlen, Anna, le bruit des aiguilles, portait une version de ce pull tricoté en un seul brin de mohair et c'était trop beau, ça lui allait trop bien, c'était très chouette. Et je ne suis pas la seule à avoir eu un coup de cœur dessus, puisque Catherine Madeleine-Philibert a également eu un coup de cœur dessus. Et elle en a tricoté un l'année dernière, aussi, un seul écheveau et un seul brin de... alors elle a utilisé une base alpaga ou suri, voilà, mais aussi une base dufteuse. Et donc, voilà, et donc elle le prend régulièrement sur les salons, et par exemple au salon Exceptionnel, son stand était face à moi, et donc chaque fois que quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'on peut faire avec un écheveau, je traversais, j'allais prendre, je t'emprunte ton pull. Donc voilà, donc je me suis dit qu'en fait il fallait, au lieu d'aller piquer le pull des autres, il fallait que je m'en fasse un. Et donc c'était, voilà. Et donc après avoir fait un très long gilet, après avoir tricoté une deuxième version de ce modèle-ci qui sortira dans 15 jours et dont je viendrai vous reparler, j'avais envie d'un petit truc, de 1 je l'ai déjà tricoté, et de 2 ça va aller très vite et ça va être rewarding, ça va être, je trouve pas le mot, gratifiant. Voilà. Et je voulais également en profiter pour tester, donc je suis en train de préparer plein de nouveaux coloris, il y en a qui apparaissent au fur et à mesure, il y en a qui arrivent sur les salons, il y en a que vous avez déjà vu. J'ai fait tous les petits échantillons de tous ces nouveaux coloris avec des mini, voilà, et ça me donne une bonne idée de ce que vont donner mes nouveaux coloris sur les bases blanches lisses. Tous ces nouveaux coloris, donc en fait ils sont disponibles sur la base Starsock, la base Twinkle, la base Full Moon, la base Lua, la base Pollux, donc toutes mes bases blanches et lisses. Et je les ai également fait sur ma base Hello, donc mon super kit mohair et soie. Mais du coup, en fait, forcément, avec le poil du mohair, les coloris sont plus diffus. Et donc, je voulais voir ce que ça donnait. Et donc, je vous montrais celui-ci parce que ça, c'est le coloris Toff.
Voilà, je leur ai donné des noms de belgicisme. Tof, c'est du néerlandais pour dire chouette. Et donc on va juste dire qu'un truc est tof. Voilà, ça c'est tof. Ton repas c'était tof, la soirée était tof, le chocolat c'est tof, les amis c'est tof, le beau temps c'est tof. C'est chouette quoi, c'est sympa, c'est chouette. C'est juste une traduction littérale, sauf que nous on l'a intégré dans notre français. Voilà. Et donc du coup, voilà la différence de la même recette sur le mohair qui est beaucoup plus diffus. Bon alors évidemment j'aurais pu prendre un écheveau pour vous montrer les chevaux, mais vous voyez du coup les couleurs sont beaucoup plus diffuses aussi. On est sur le même mélange de plantes, sur la même façon de travailler les chevaux pour qu'ils soient multicolores sans avoir de pooling pour autant. Et voilà, et donc je voulais me rendre compte, bien mignon, j'ai mes échantillons comme ça, je peux pas me permettre financièrement de sacrifier entre guillemets un écheveau de chacun, une de mes nouvelles couleurs en mohair pour faire l'échantillon de la couleur en mohair. Je me suis dit, au moins déjà j'en ai une qui peut vous donner une idée de comment se diffuse la couleur. Et je suis complètement fan du résultat. C'est très surprenant, c'est très subtil, c'est très très chouette. Tada! Donc, mon ranunculus de Midori Rose. Alors, il va falloir que je le bloque de toute façon. Là, vous l'avez en double épaisseur. Mais il y a un motif dans le jacquard qui est très subtil, qui est très malin, qui est très agréable à faire, qui est très rythmé. Les augmentations sont cachées dans le motif. Enfin, vraiment, c'est très très chouette. Alors, il y a deux options d'encolure. J'en ai compris aucune des deux, que ce soit pour aucune des versions que j'ai tricotées. Donc moi je fais juste un montage, un long tail cast-on, puis je fais les côtes comme elle dit. Et ensuite on attaque sur des rangs raccourcis sur le dos. Normalement il y a des rangs raccourcis sur le devant, mais ils me gênent un peu sur ma dernière version, donc j'ai pas fait les rangs raccourcis sur le devant. Et ensuite on s'attaque au yoke. Voilà, que je vous laisse deviner. C'est marrant parce que dans la vraie vie, il se voit bien. Ça se voit très très bien. On voit les petites fleurs, on voit le petit trou-trou. Après, c'est peut-être lié au fait qu'il fasse vraiment presque nuit. Je suis même surprise. Merci, ma bonne caméra, de me permettre d'avoir une qualité d'image quand même suffisante et d'avoir une qualité de couleur. Parce que là, la couleur, elle est pile poil comme dans la réalité. Donc voilà. Et donc, on a ce yoke. Et à la fin du yoke, on fait encore elle nous fait séparer, de nous mettre des anneaux marqueurs pour venir faire un tout petit peu d'augmentation de raglan. Et ensuite, soit on fait des manches longues qu'on met en attente, soit on rabat les mailles des manches pour faire la version manche courte, et on va continuer le corps. Et moi, comme une idiote, je me suis dit, je pense que j'aurai assez pour faire des petites manches, des petites côtes sur les manches, donc je vais les mettre quand même en attente. Et en fait, du coup, c'est pas du tout sûr. Et donc, je pense qu'il va être très 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 court. Parce que après, mon aiguille, mon câble est très... En fait, en 6 mm, je n'ai plus que des chiagous. Et je ne sais pas où sont tous mes câbles de chiagous, parce que j'avais une dizaine de câbles chiagous. Et je n'ai plus que ce câble de 60 cm. Donc, c'est pas évident pour vous montrer. Parce qu'il est un peu à l'étroit sur son câble. Et donc, du coup, il est un peu raccourci par le fait d'être à l'étroit sur ce câble. Mais je pense qu'au final, il aura la même longueur que celui-ci. Parce que je suis pas loin. Là, j'ai entamé les côtes. Et mon but, c'est de me garder 5 grammes. Il m'en reste 11 là. De me garder 5 grammes pour faire un petit boudin de manche ou quelque chose. L'andouille, j'aurais mieux fait de rabattre les manches comme la madame, elle dit, quand on veut faire le modèle avec un seul écheveau. Il faut rabattre les manches tout de suite. Non, c'est pas grave, je viendrai relever les mailles, et puis je ferai peut-être 1 ou 2 rangs de côte et que je viendrai rabattre. Ça devrait être possible si je garde 5 grammes. Enfin voilà. Et donc, pour le moment, j'ai tricoté 39 grammes de laine avec mes aiguilles 6 mm. Et voilà. Et donc on voit bien ce que donne le coloris. Et donc c'est en 6 mm. Donc vous voyez, une fois que ça va être bloqué, lissé, c'est très très déjaugé, c'est complètement transparent. Mais je me dis qu'à porter sur une petite robe ou à porter sur un top, ça peut être sympa comme tout. Voilà, je m'amuse beaucoup. Et puis je trouve ça complètement fou qu'en fait j'ai tricoté un pull en 3 jours. En gros, l'idée c'est de le finir aujourd'hui, quoi. Tout simplement. Oui, 11. Ouais. On verra, j'ai pas beaucoup de temps de tricot aujourd'hui, mais pourquoi pas essayer de le finir aujourd'hui. Et ensuite, je vais entamer normalement, je pense, parce que ça me démange depuis Feltin. Je vous en ai déjà parlé 10 fois, mais je vous les ai toujours pas montrés. Ça sera à nouveau un projet en mohair tout seul. Je pense faire le Hila de Tête Bêche, Orlan Suche, dans... Ah, c'est parfait! C'est génial. En fait, c'est ça, il faut qu'il fasse moche pour que vous ayez les bonnes couleurs. Donc, ce sont des écheveaux de mohair soie,
77% de mohair de chevreau, 23% soie, 25 grammes, 125 mètres, donc c'est du 250 mètres pour 50 grammes, donc c'est plus fluffy que le mohair que beaucoup de teinturières indépendantes ont. Et qui est l'œuvre de Drylane. Alors on voit pas bien sa marque sur son étiquette, mais elle m'a mis une petite carte de visite. Voilà la carte. Donc, derrière Drylane se cache Marie. Allez voir ce compte Instagram Drylane. C'est la... Ah, mais c'est vertical, c'est pas... c'est la période des bébés. Alors, il y a des chevreaux qui battent partout dans ses stories. C'est trop, trop choupinou. Et donc, Marie a un élevage de chèvres. Et donc, elle fait son propre production de fils Super Kid Mohair et Soie. Et elle teint elle-même de façon naturelle, et donc ceci est teint avec de la rhubarbe et de l'indigo, et c'est dingue parce que c'est le genre de couleur que moi-même j'ai jamais réussi à obtenir, comme quoi chaque teinturier naturel, il est un peu trop bleu quand même, hein, c'est plus vert à l'écran. Voilà, ça va être une couleur que je vais jamais réussir à vous montrer en vrai, c'est pas grave, moi je sais. Donc voilà, donc c'est ça qui est magique, que chaque teinturier naturel ait ses recettes et ses secrets et ses manières de faire, et donc c'est vraiment canon. Et alors elle travaille également en association avec un éleveur d'une autre race de moutons, et là j'ai un trou de mémoire et je m'en excuse, mais allez voir sur son site. Et alors ils font un combo de laine, mohair et l'autre, voilà, et ils travaillent ensemble également pour la teinture, tout en teinture naturelle. Donc voilà, et donc j'en ai 6 ou 7 écheveaux, et le but c'est de le tricoter seul, donc c'est des écheveaux de 25 grammes. Je me suis fait un gros cadeau après Felletin. Parce que voilà, coup de cœur, et puis j'étais contente de rencontrer Marie, dont je suivais le compte Instagram depuis un moment, et voilà, et on a bien papoté, on a bien échangé, et voilà, et je suis très très contente. C'est trop vert, c'est trop bleu, mais bon, voilà. Donc ça c'est mon prochain ouvrage, ça sera le Ila de Tête Bêche, Orlan Such. Voilà, bon, mais je crois que je suis arrivée au bout de cet épisode, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je ne sais pas, en fait, j'ai une sortie de patron dans 2 semaines, donc j'espère avoir l'occasion de venir vous montrer les 2 versions de ce patron que j'ai tricoté. C'est un pull qui aura 2 options d'encolure et 2 options de manches, et que voilà, vous montrer les avancées. Le problème de nouveau c'est l'espace-temps, le partage de la maison avec mon homme, mais bon, d'ici là il aura normalement repris le boulot, donc je pense que ça devrait être possible, et donc ça serait la semaine juste avant le festival de festival, puisque voilà, la sortie du patron est prévue quelques jours avant Bretslane, et donc voilà, puisqu'après je sais que je vais tellement dans la gestion de stock et d'inventaire et de préparation des festivals suivants que ça sera difficile pour moi de gérer une sortie de patron en plus. Donc voilà, le test se termine, à part il y en a plus que 3-4, mais j'ai eu une chance folle, le test était très très chouette. Enfin voilà, je vous en reparlerai de ce pull qui sortira donc dans 2 grosses semaines, aux alentours du 20 avril. En fait, j'ai pas le calendrier en tête, j'arrive pas à savoir si le 20 avril c'est en semaine ou pas. Donc voilà, je m'étais dit le mardi ou le jeudi avant Bretslane. Portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, promenez-vous, mangez bien, dormez bien, prenez soin de vous, prenez soin de gens que vous aimez, et n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Merci pour tout votre soutien, merci pour tout votre amour, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même si je n'ai pas répondu aux commentaires de l'épisode précédent. Ça j'aurais pu faire, tiens, quand j'étais allongé, hein, franchement, hein, mais comme j'étais allongé là-bas, et que mon ordinateur il est ici, ouais, j'étais vraiment en mode mollusque, hein, donc voilà. Voilà, si vous venez me voir sur un prochain festival, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, venir me montrer les ouvrages que vous avez réalisés. Je suis en train de me faire un album personnel. C'est quand vous m'autorisez à prendre une photo de vous, je ne les publierai pas. Mais le plaisir de voir ce que vos mains ont fait avec ma laine. N'hésitez pas non plus, on dit souvent, soutenir un créateur, soutenir un artisan, c'est pas juste lui acheter, vous pouvez aussi partager les informations qu'elle partage sur les réseaux sociaux, qu'il ou elle partage sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à liker systématiquement, à commenter systématiquement, à partager en story, à éventuellement enregistrer les publications qui vous plaisent, parce que tout ça fait que les algorithmes des réseaux sociaux vont se dire ah ben ça c'est quelqu'un qui intéresse tel type de personnes, et donc ça va permettre aussi de diffuser, de faire connaître le travail d'un créateur, d'un artisan, d'une artisane. Donc voilà. Mais donc merci
merci pour tout votre soutien, pour tous vos mots doux, pour tout l'amour que vous me donnez dans le festival, tous les partages, tous les sourires, tous les remerciements. Merci pour toutes vos participations déjà et encore pour le Heartwarming Kell. C'est vraiment vraiment fabuleux et merci beaucoup d'être là, franchement, malgré mes absences. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.